Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de cours qui constitue la suite du chapitre 2, recrutement et intégration. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les éléments restants au niveau de ce chapitre. Commençons tout d'abord par la troisième phase du processus de recrutement, à savoir la sélection des candidats. Généralement, la sélection affronte un problème majeur qui est la masse des candidats et du fait qu'il est pratiquement impossible de rencontrer l'ensemble des candidats, il faut mener une certaine sélection afin de réaliser dans un premier temps un tri permettant de sélectionner le candidat final par la suite. Donc, le traitement des candidatures doit se référer au trio CV, entretien et référence. C'est-à-dire pour sélectionner, on doit utiliser les CV, les entretiens, les tests, etc. C'est ça, ou bien ce sont les éléments qui justifient le pourquoi ou bien la nécessité de la sélection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rencontrer l'ensemble des candidats qui se présentent. C'est pour cette raison qu'on doit mener une sélection pour choisir le candidat le plus convenable au poste vacant. Commençons par le premier moyen utilisé au niveau de la sélection, c'est le CV. Généralement, le CV constitue la première phase de la sélection qui commence par l'analyse des lettres de motivation et du CV qui constitue une première confrontation entre les caractéristiques personnelles des candidats et les exigences du poste ou bien de l'entreprise. Donc, cette phase conduit par la suite à une élimination importante du nombre des candidats ou bien du nombre des réponses afin de réduire le nombre de candidats et pour la suite du processus et pour alléger la charge des personnes qui seront chargées de la gestion du processus de recrutement. Généralement, cette élimination se base sur des critères qui sont simples et généraux afin de limiter, comme je viens de citer, le nombre de candidats pour la suite du processus. Donc, un CV qui va être utilisé pour la sélection doit être précis, c'est-à-dire il doit être rédigé soigneusement, il doit comporter des informations réelles, il doit refléter les aspirations réelles du candidat. Pourquoi? Parce qu'il constitue l'image ou bien l'interface du candidat, donc il doit être rédigé soigneusement de façon à représenter le candidat comme il faut. Deuxième élément, ou bien deuxième moyen utilisé au niveau de la sélection, c'est l'entretien. Généralement, l'entretien, il constitue la phase la plus décisive au niveau du processus de la sélection. En plus des informations tirées à travers le CV et la lettre de motivation, l'entretien permet de tirer les informations les plus précises sur le candidat de manière directe et personnelle parce qu'il passe à travers un contact direct avec le candidat. Généralement, l'entretien structuré, c'est-à-dire l'entretien basé sur des questions qui sont préparées à l'avance ou bien une grille de questions préparées à l'avance, constitue un moyen ou bien une garantie technique qui permet de mettre fin au biais de subjectivité, c'est-à-dire il permet de lutter contre la discrimination entre les candidats, il permet de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité et d'assurer une certaine justice au niveau de la sélection des candidats. Elle permet également de comparer les candidats sur la base des critères précis et objectifs, c'est-à-dire des critères qui ne sont pas discriminatoires et qui sont applicables à tout le monde de la même façon. C'est également bien, l'entretien permet également de répondre à un double objectif. D'une part, il permet d'informer le candidat sur l'entreprise, c'est-à-dire sur sa stratégie, le profil recherché, etc. Il constitue également une occasion pour le candidat pour s'exprimer, pour qu'il donne un maximum d'informations sur sa carrière, ses compétences, ses qualités, etc. Donc, l'entretien nécessite un certain nombre de conditions pour sa réussite. C'est-à-dire que la réussite de l'entretien nécessite qu'on travaille bien les conditions logistiques ou bien les conditions matérielles qui concernent le lieu, l'espace, l'absence de bruit. C'est-à-dire qu'il faut bien préparer l'endroit où l'entretien sera passé. Deuxième élément, il faut préparer ce qu'on appelle un schéma d'entretien ou bien un guide d'entretien pour permettre de poser les questions pertinentes permettant de collecter ou bien de tirer l'information recherchée à travers l'entretien.
Dernier élément, les personnes chargées de l'entretien doivent bénéficier d'une formation afin de développer des compétences spécifiques telles que par exemple la capacité d'écoute, contrôler ses sentiments, avoir le sang-froid, etc. C'est-à-dire que les personnes qui seront chargées de passer les entretiens doivent être aptes à vraiment à mener les entretiens dans les bonnes conditions et à collecter vraiment l'information recherchée par l'entreprise. Donc, le troisième moyen utilisé pour sélectionner les candidats, ce sont les tests. Généralement, les méthodes de sélection ne cessent pas de se développer afin de dénicher le meilleur candidat. Ainsi, le recours à des tests, que ce soit des tests psychotechniques, d'intelligence, d'aptitude, devient de plus en plus, ou bien il devient quasi systématique. L'objectif du test est double. D'une part, elle permet de faire apparaître les points faibles éventuels du candidat et qui peuvent constituer des contre-indications pour le poste en question. Deuxièmement, elle permet de classer les candidats ou bien classer les aptitudes des candidats parmi lesquels il faut choisir. Autrement dit, le recours au test nécessite l'intervention d'un spécialiste afin de garantir une rigueur scientifique et éthique à sa mise en œuvre. C'est-à-dire que les tests ne peuvent pas être menés par n'importe quelle personne, mais ils nécessitent l'intervention d'un spécialiste du domaine pour collecter l'information recherchée et pour garantir, comme je viens de dire, la rigueur scientifique et l'éthique au niveau de la mise en place ou bien la mise en œuvre de ces tests. Généralement, les tests peuvent être classés en trois grandes catégories. On trouve les tests d'aptitude, les tests de personnalité et les tests de situation. Pour le test d'aptitude, il concerne une tâche donnée et sert à évaluer l'efficacité requise dans l'activité considérée. C'est-à-dire, il cherche à évaluer la capacité ou bien l'efficacité de la personne dans la réalisation d'une tâche bien déterminée. Par exemple, évaluer la rapidité de la personne dans la réalisation d'une tâche bien déterminée. Deuxième type, c'est le test de personnalité. Ce type de test, il vise à cerner la personnalité du candidat à travers un certain nombre de questions précises. C'est le type de test le plus difficile à interpréter. Il doit être mené par des psychologues qui sont spécialisés dans l'analyse des caractéristiques personnelles de la personne. Dernier type, c'est le test de situation. Ce type de test, il vise à intégrer d'une part les caractéristiques de la tâche et les caractéristiques de la personnalité. C'est-à-dire, on doit chercher à trouver ou bien à répondre à la question est-ce que la personnalité de la personne convient exactement aux aptitudes demandées pour le poste en question ou bien pour le poste vacant. Bref, la sélection, ou bien quel que soit le moyen utilisé au niveau de la sélection, l'objectif est le même. C'est de dénicher ou bien de sélectionner la personne la plus convenable ou caractéristique du poste vacant afin d'assurer une meilleure adéquation post-profil, comme je viens de signaler au début de ce chapitre. Passons maintenant à la dernière étape du processus de recrutement, à savoir la concrétisation. Généralement, la concrétisation, c'est l'étape qui vient vers la fin du processus de recrutement. Il contient des sous-étapes, à savoir la décision. Généralement, la décision, elle vient vers la fin, après l'achèvement des tests, des entretiens. Une réunion de synthèse doit être organisée entre les responsables chargés de recrutement et ce afin de confronter les différentes opinions émises sur les différents candidats. C'est-à-dire qu'on essaye de regrouper les points de vue afin de sélectionner ou bien afin de prendre la bonne décision. Donc, généralement, la décision finale, elle est prise par par le responsable hiérarchique, c'est-à-dire par la direction, sur la base des opinions et des décisions qui sont prises par les personnes les personnes chargées du processus de recrutement. La deuxième sous-étape, c'est la négociation. La négociation constitue une discussion ou bien un échange entre le candidat retenu et les représentants de l'entreprise avant de procéder à la signature du contrat final. La négociation porte généralement sur les éléments suivants. Elle porte sur les éléments qui constituent le salaire, c'est-à-dire
La rémunération, elle est constituée de quoi exactement? La rémunération, bien le salaire de base, les primes, les déplacements. Il faut informer le candidat sur tous ces éléments avant de signer le contrat. Deuxièmement, elle constitue une occasion pour communiquer au candidat l'appréciation qu'on lui a donnée lors du processus de recrutement. Et finalement, dans un souci d'équité et de justice, le niveau de rémunération discuté au moment de la négociation ne doit pas dépasser le niveau déjà existant au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne doit pas généralement définir un salaire supérieur à celui qui existe au sein de l'entreprise pour réaliser la justice et l'égalité entre tous les membres du personnel au sein de l'entreprise. La dernière sous-étape au niveau de la concrétisation, c'est la signature du contrat. Généralement, la signature du contrat, elle marque l'accord des deux parties, c'est-à-dire l'accord entre le candidat et l'entreprise. Et généralement, la signature du contrat implique le fait de fournir au candidat un document écrit indiquant les éléments suivants. Premièrement, il indique l'identité des deux parties, qui sont le candidat d'une part et l'entreprise d'autre part. Deuxièmement, il doit indiquer le lieu du travail, c'est-à-dire le lieu où le candidat va exercer son travail. Troisièmement, la date du début de contrat, c'est-à-dire à partir de quelle date le candidat va commencer à exercer son travail. Quatrièmement, la description du travail, c'est-à-dire quelles sont les différentes tâches et les différentes attributions que le candidat sera chargé d'assurer au sein de l'entreprise. Il y a également les éléments du salaire, c'est-à-dire les composantes du salaire, les primes, les déplacements, les heures sup, etc. La périodicité du versement, c'est-à-dire il va recevoir son salaire soit par quinzaine, par mois, c'est-à-dire il doit être informé sur ces éléments avant qu'il procède à la signature du contrat. Et dernièrement, la durée du contrat, c'est-à-dire à partir ou bien pendant combien de temps le candidat sera engagé avec l'entreprise. Sera généralement engagé avec l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, la concrétisation, ou bien la signature du contrat, il constitue la fin du processus du recrutement et on va passer maintenant généralement pour voir quels sont les types de contrats qui exigent la forme écrite. Généralement, le contrat du travail doit être écrit pour le CDD, c'est-à-dire le contrat de travail à durée déterminée, pour le contrat à temps partiel et pour le contrat de travail temporaire, et ce pour marquer ou bien la relation entre le salarié et l'entreprise. Selon le besoin, d'autres clauses peuvent être ajoutées au contrat du travail selon la nécessité, selon ou bien sur la base de la demande, sur la base de la demande de l'entreprise ou bien de l'une des parties. Maintenant, on va passer à la dernière sous-étape, à savoir l'accueil. Une fois la décision est prise, il faut à la date convenue faire entrer le nouveau collaborateur et assurer son accueil et son intégration dans les bonnes conditions. En fait, l'accueil constitue un point très important et doit être bien travaillé pour éviter un coût élevé. Pourquoi? Parce que l'accueil constitue la première impression que le salarié va dégager ou bien va dégager de l'entreprise, c'est l'image qu'on va transmettre aux salariés. C'est-à-dire on doit bien préparer, bien travailler cette étape pour donner aux salariés une bonne image sur l'entreprise et sur l'équipe du travail. Également, la réussite de l'intégration repose sur la qualité des procédures d'accueil, c'est-à-dire que c'est l'accueil qui va déterminer la réussite de l'intégration. Si on n'arrive pas à bien travailler l'accueil, le salarié ne va pas réussir à s'intégrer au sein de l'entreprise. C'est pour cette raison que les procédures d'accueil doivent être choisies de façon rigoureuse par l'entreprise. Également, l'accueil doit déboucher sur un suivi ou bien sur un suivi de l'adaptation, c'est-à-dire après avoir procédé à l'accueil, on doit suivre l'adaptation du salarié. Dans ce cas-là, l'entreprise peut utiliser plusieurs moyens. Le plus connu, c'est le tutorat. C'est désigner un tuteur qui sera chargé de suivre et de conseiller les nouveaux arrivants pendant leur période d'adaptation. Donc, le processus de recrutement, comme je viens de signaler au début, il est constitué par un certain nombre d'étapes ou bien par 4 grandes étapes qui sont enchaînées
et qu'on doit toujours bien travailler, bien préparer pour assurer la réussite du processus total du recrutement et réaliser l'objectif recherché. On va maintenant passer au dernier point de ce chapitre, à savoir l'intégration, c'est-à-dire après avoir recruté la personne, on doit passer à son intégration. L'intégration, généralement, il dure plus longtemps que la simple période d'accueil parce que l'accueil, il peut passer dans une période courte. Par contre, l'intégration, il dure plus longtemps et on appelle cette période la période d'essai. Généralement, il nécessite un suivi rigoureux reposant sur un rythme rapide des entretiens, c'est-à-dire que la personne elle doit bénéficier des entretiens périodiques pour mettre le point sur l'évolution de son intégration, sur les problèmes rencontrés, sur les choses à améliorer, etc. au sein de l'entreprise ou bien au sein de sa relation avec l'entreprise. Le suivi pendant l'intégration doit généralement, ou bien peut-être soit collectif, lorsqu'on parle d'un groupe de personnes qui viennent, d'un groupe de personnes qui ont intégré l'entreprise à la même date, c'est-à-dire qu'on peut leur préparer ou bien leur assurer un suivi collectif. Deuxième élément, elle est très important, c'est-à-dire le suivi de l'intégration, elle est très important puisque pendant cette période, les deux parties peuvent revenir sur leur décision parce qu'il s'agit d'une période d'essai et les deux parties peuvent décider d'arrêter cette période. Mais généralement, les deux parties, à savoir l'entreprise et le candidat, pendant la période d'essai, sont soumises à toutes les règles qui régissent les rapports entre l'employeur et le salarié. La seule différence est le type de contrat. Pourquoi? Parce que le contrat d'essai est différent du contrat définitif du fait qu'il peut être rompu à tout moment sur la base de la décision de l'une des parties et sans aucun délai de préavis. L'essentiel, c'est que la durée d'essai doit être indiquée dans le contrat du travail. Donc, c'est le dernier point au niveau de ce chapitre. On vient de voir l'ensemble des informations concernant le recrutement. Dans le slide suivant, j'ai noté pour vous quelques éléments à retenir au niveau de ce chapitre. Entre autres, le recrutement, c'est un processus coûteux. Comme je viens de dire, il nécessite des coûts très importants pour passer les différentes étapes. Donc, il faut tout d'abord passer par le diagnostic d'opportunité. C'est une étape très importante qui va nous informer sur l'utilité, sur l'opportunité de recrutement parce que, comme je viens de vous dire, c'est une décision très importante à prendre. Donc, il faut bien l'analyser avant de passer à la décision d'augmenter l'effectif de l'entreprise. Donc, pour justifier, comme je viens de dire, son utilité, et bien travailler toutes les étapes pour ne pas engendrer des pertes et des coûts élevés. Deuxième élément, pour trouver le profil adéquat, il faut bien travailler la description du poste, c'est-à-dire qu'il doit correspondre exactement aux exigences du poste, c'est-à-dire on doit décrire le poste de façon réelle, on doit présenter une description précise avec des caractéristiques bien définies pour ne pas recevoir des profils qui ne correspondent pas à ce qui est demandé par l'entreprise et pour assurer, comme je viens de dire, l'adéquation post-profil. Dernier élément, l'accueil et l'intégration sont deux étapes clés qui peuvent déterminer le succès ou l'échec du recrutement. C'est le moment de l'accueil qui constitue la première impression que le salarié va constituer sur l'entreprise et c'est l'intégration qui va déterminer le succès ou l'échec du processus de recrutement. C'est l'ensemble des éléments sur lesquels j'ai voulu insister pour ce chapitre et c'est la fin de cette capsule de cours. Merci pour votre attention et à la prochaine capsule de cours, Inch'Allah.